une soirée imaginée par rapport à la rentrée littéraire avec trois auteurs qui présentent une extrême diversité, et c'est sans doute ce qui fait la richesse de la soirée, un prisme très, très large au niveau de ce qui s'écrit dans les Hauts-de-France. Au niveau des auteurs, nous avons Saverio Tomasella, je prononce bien. Très bien. Avec intitulé un roman initiatique des hypersensibles, qui s'appelle à fleur de peau, un roman, et c'est l'actualité de ce roman qui vient d'être mise en scène au travers d'une bande dessinée qui vient de sortir. Également, nous avons Elisabeth Bourgois, qui a publié de nombreux romans, je pense que c'est le 25e. 26. Qui s'appelle Iris étincelle dans la nuit. Je ne sais pas si la définition est bonne, mais Elisabeth construit des romans bien charpentés qu'on pourrait peut-être qualifier de romans populaires, un petit peu, je ne sais pas s'il y a une tonalité peut-être à la Maxence van der Merch, il y a du social, il y a... Tu me compares à Maxence van der Voilà, Merch, il y a de la thématique comme ça, je sais que c'est quelqu'un qui t'est proche et que tu aimes. Et puis quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est Franck Tillet, qui est parmi le top 3 des auteurs les plus lus et vendus en France, avec la bagatelle de 750 000 exemplaires par an. Mais qui est complètement, effectivement, enraciné dans la région et qui est aussi fidèle à cette région. Donc voilà un peu la diversité des auteurs présents. Donc on va présenter. Par rapport à la présentation des ouvrages, on va commencer par Elisabeth, honneur aux dames. Elisabeth, qui donc aux éditions du Triomphe présente Iris étincelle dans la nuit. Iris, c'est le prénom donné à un bébé. Les personnages centraux, notamment Paul, qui est SDF, il y a quelque chose qui va se construire, qui va naître autour de ce bébé trouvé dans une poubelle, juste avant que le camion des éboueurs ne passe et l'écrase. Il y a aussi des images fortes chez Elisabeth. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être un roman de la résilience, de la construction? Est-ce que Iris est finalement le personnage par qui les entre guillemets les gens de peu qui sont autour, une femme de ménage non déclarée, un SDF, un éboueur, vont se construire et se révéler? Alors j'ai rien inventé dans ce roman. En fait, j'ai rencontré des personnes complètement larguées pendant plus de 18 mois, dans le Nord, à Paris, en Bretagne, et ils voulaient que je raconte leur histoire, dont entre autres une femme qui avait été trouvée dans une poubelle. Et en fait, quand on entend des tas de témoignages comme ça, d'une grande violence, et en même temps, ils ne disent pas tout, et notre façon de retranscrire leur histoire ne leur convient peut-être pas forcément, parce qu'ils se font eux-mêmes une image peut-être pas tout à fait exacte de ce qu'ils ont vécu. Du coup, j'ai calé, et je me suis dit, je ne peux qu'en faire un roman. Et c'est vrai qu'au départ, quand une des personnes a lu le début du roman, et elle s'est dit, mais alors je me rends compte qu'en fait j'étais dans une poubelle avec des pots de yaourt vides, avec des épluchures, des bouteilles de bière à moitié remplies. En fait, j'étais un détritus. Elle dit, oui, t'as failli passer être écrasé dans la poubelle, les éboueurs là, avec leur truc. Et elle en était, mais totalement bouleversée. Aujourd'hui, elle a du boulot, elle va très bien, etc. Salon du livre, il y a 2 jours, je rencontre un monsieur, tout bien niqué, fringué, tout bien, et qui me dit, moi j'ai fait 3 ans de rue SDF dans Paris. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, à travers tous ces personnages qui tournent autour d'un petit bébé qui n'a rien demandé à la vie, mais
En fait, c'est simplement l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui ne savait pas qu'elle était enceinte, ce qui arrive, toute mince, toute mignonne, toute bien, des règles, voilà, tous les mois petites, mais bon, c'est normal à 17 ans. Et ses parents en vacances, et puis tout d'un coup, un matin, un mal de ventre terrible, elle gonfle énormément, paf, elle perd. C'est violent, hein, c'est presque du labyrinthe. Elle perd tout d'un coup quelque chose, elle ne sait pas ce que c'est. Elle a l'impression, au moment de toute cette douleur qu'elle ressent, elle dit c'est pas possible, c'est pas un bébé. Non, alors elle jette tout ça, elle le jette dans la poubelle. Et puis elle voit à ce moment-là ce SDF qui cherche à manger, elle voit ce camion de poubelle qui arrive, elle voit tout le monde autour de cette poubelle, de ce SDF qui essaie de ranimer ce bébé. Et en fait, il va y avoir toute une population qui va s'entraider malgré eux, et parce qu'ils vont s'entraider, un petit peu à la fois, ils vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que, et là je m'en suis vraiment rendu compte dans des cas de grande détresse, donc entre autres le personnage d'Anna, clocharde dans un état épouvantable, ils sont paralysés par leur souffrance, ils n'osent pas faire un mouvement, pour ne pas risquer surtout de perdre l'état précaire dans lequel ils sont. J'ai rencontré un ancien SDF comme ça, qui était bien logé, et dans un coin de son petit appartement, il y avait le sac, vous voyez, les sacs Tati en plastique, et dedans, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse partir en une demi-heure, parce que dans sa tête, encore, il allait être expulsé. Et donc voilà, c'est tous ces gens, et un petit peu à la fois, cette entraide, très difficile, parce que c'est difficile de se reconstruire, cette entraide va les aider à sortir, mais en même temps en se faisant secouer par les autres. À chaque fois, il y en a les autres. Voilà. Ils les secouent un peu, quelquefois violemment, pour dire, bon, arrête de te plaindre et vas-y, avance. Voilà un petit peu le sens du livre. Un spécialiste du traumatisme et notamment des catastrophes, donc des traumatismes très graves. Et c'est vrai que parallèlement, comme je suis quelqu'un de très sensible, musicien, et à qui on a reproché pendant longtemps d'être trop sensible, je me suis intéressé à la problématique de ce qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes hautement sensibles, et qui est un peu le monde des bisounours, donc le contraire des polars de Franck. Un monde aussi un peu le contraire de ce que vient de décrire Elisabeth, c'est-à-dire un monde dans lequel effectivement les gens croient à la gentillesse, à la bienveillance, à l'empathie, parce qu'ils ont ces qualités-là un peu chevillées au corps, et qui ont des souffrances ou des difficultés à vivre en décalage avec le reste du monde, qui est un monde violent, un monde difficile, un monde dur, un monde de compétition, un monde de malentendus, parfois d'incompréhension. Donc c'est vrai que dans ce roman, à fleur de peau, j'ai essayé de donner la parole. Donc je suis parti de témoignages, je fais toujours des enquêtes avant d'écrire un livre, que ce soit un roman ou un essai, de donner la parole à des personnes qui sont très peu représentatives finalement de la société, du monde actuel, mais qui ont besoin de se sentir exister, peut-être de sentir une communauté. Parce que pendant longtemps, comme on ne parlait pas de ces personnes à la sensibilité élevée, c'était un peu comme des électrons libres qui avaient l'impression d'être seuls au monde, ou même il y a des gens qui disent qu'ils avaient l'impression d'être des extraterrestres. Alors que maintenant qu'on en parle plus, on a comme une espèce de solidarité entre personnes très sensibles qui ont besoin de se reconnaître entre elles pour se sentir soutenues. Donc c'est un peu ce qui se passe. Alors la jeune femme Flora qui est au centre de cette histoire, elle est dessinatrice, elle a un fils, un mari qu'elle va finir par quitter pendant le périple de cette histoire, mais elle a aussi des amis. Moi j'accorde beaucoup d'importance à l'amitié, pas seulement dans ma vie personnelle, mais aussi dans les romans que j'écris, parce que c'est ce réseau souvent informel, souvent pas forcément très visible, de personnes qui tournent autour des personnages principaux, qui sont pour eux un véritable soutien. Et ça va être le cas pour cette fameuse Flora. Les lectrices d'essais ou les lecteurs d'essais ne sont pas les mêmes que les lectrices ou les lecteurs de romans ou de bandes dessinées. Et que comme j'ai toujours souhaité être une espèce de vulgarisateur de la psychanalyse, puis de la psychologie, etc., passer par le roman, bon en plus moi j'aime beaucoup le roman et la fiction, passer par une fiction, c'était la possibilité de toucher des personnes plus jeunes, pas forcément aussi instruites que celles qui lisent des essais, pas forcément intéressées par la psychologie d'ailleurs. Et ce qui est intéressant dans ce type de roman, c'est qu'on ne peut pas disserter.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça passe par les actions, par les sentiments, par les situations et par l'évolution des personnages. Ça peut pas être didactique. Ça peut pas être didactique. Donc on est obligé de se débrouiller pour que ce soit suggéré par l'évolution des personnages ou les situations qu'ils vivent et leurs sentiments. Labyrinthe porte bien son nom puisqu'il il part à l'exploration des labyrinthes peut-être du cerveau humain, des connexions humaines, avec des personnages qui sont tous des femmes, journalistes, psychiatres, Justine qui est kidnappée, une romancière, une flic qui enquête, et une journaliste. Un tel roman, et puis effectivement, ce qui est toujours effectivement très important chez Franck, c'est la chute. Quand on commence un livre comme celui-là, on a la construction complète en tête avant de se mettre à l'écriture. Oui, en tout cas, quelque chose d'assez précis, qui pour moi est une étape importante, cette phase de préparation. C'est vrai que j'écris des histoires qui sont quand même assez complexes, dans lesquelles il peut y avoir beaucoup de personnages, mais en tout cas il y a des fils qui se croisent dans des fils narratifs qui se croisent avec des détails importants, avec une partie aussi de réalisme et de documentation qu'on retrouve dans les livres. Donc c'est vrai que j'ai toujours une étape importante où j'essaye de vraiment d'avoir une image la plus précise possible de l'histoire que je vais raconter. Alors je n'arrive jamais à imaginer une histoire jusqu'au bout vraiment avant de commencer à l'écrire. Disons que j'ai ce qu'on me demande toujours, par exemple, parce qu'avant de commencer à écrire, vous savez comment ça se termine. Est-ce que vous avez une idée de la fin? En fait, l'idée que j'ai, c'est je dirais le but du roman. C'est-à-dire, je sais pourquoi ce roman existe, je sais pourquoi tels actes sont commis, parce qu'en fait, moi je suis dans le roman policier, donc il y a un criminel, c'est souvent ça fait partie d'un schéma narratif assez connu, un criminel, ou en tout cas une entité un peu méchante qui va agir et qui va commettre des actes. Et donc moi, ce que je sais avant de commencer à écrire, c'est pourquoi cette entité, le grand méchant, agit. Je connais la raison, en fait, je connais la raison de ses actes, je sais pourquoi il fait ça, c'est important. Et donc, je sais globalement qu'à la fin, normalement, on va avoir la réponse à ce pourquoi, c'est-à-dire pourquoi cette pensée existe. Normalement, on va réussir à aller vers elle, à l'interpeller. Donc voilà, c'est cette idée-là que j'ai, mais la fin précisément, c'est jamais, ça se fait vraiment au fur et à mesure de... Les personnages vous mènent aussi quelque part. Oui, alors après il y a ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans le roman, on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire globalement, on sait à peu près ce qu'on va écrire, alors on peut démarrer sur une idée, c'est-à-dire on a une idée de début, puis on se met à écrire aussi. Et après, vraiment, il y a toujours la magie de l'écriture, ce qu'on appelle la magie de l'écriture, c'est-à-dire on prévoit les choses, et après il y a les choses qui se déroulent dans l'écriture, et souvent ça diverge, parce que quand vous mettez un tel personnage avec un autre, il se passe quelque chose de magique que vous n'aviez pas imaginé avant. Donc en fait, vous avez un fil narratif que vous essayez de suivre, ça part par là. Donc moi, en fait, en général, quand ça se passe, évidemment, on laisse faire, parce que c'est la magie de l'écriture. Puis j'essaie quand même de revenir vers ce que je m'étais fixé, mais voilà, ça diverge beaucoup. C'est un peu comme c'est-à-dire que c'est un peu, je compare ça souvent au Vendée Globe, c'est-à-dire au Vendée Globe, vous avez votre trajectoire que vous aimeriez suivre, mais il y a les vents, les tempêtes qui vous font sans cesse dériver, donc vous essayez de revenir, mais par des biais, qui sont souvent pas ceux qui étaient prévus au départ. Nous sommes au Club de la Presse. La presse quotidienne régionale revient dans le livre comme une espèce de fil. Les personnages découpent les mêmes faits divers avec des choses qui se recoupent. Ça vous a intéressé de travailler sur justement les faits divers, ce que vous disiez dans la presse régionale, à partout, peut être une source d'inspiration pour vous? Ah oui, les faits divers, de toute façon, c'est une source d'inspiration permanente. C'est-à-dire que, alors déjà, ça fascine tout le monde, mais quand en plus on écrit des histoires policières, on se dit, on les regarde, on les analyse, puis on se dit finalement, parfois la réalité est bien plus tordue et pire que ce qu'on peut imaginer. Il y a des affaires, je sais pas, les affaires Xavier de Ligonnès, dites que même un romancier n'aurait pas pu imaginer un truc pareil. Donc, quelque part, ça nous rassure aussi de se dire, ce qu'on imagine, c'est pas complètement fou, puisque la réalité va parfois encore plus loin. J'en reviens au personnage de journaliste. Moi, j'aime bien les personnages de journalistes. Alors, il y en a là, puis il y en a peut-être dans un ou deux autres romans, parce qu'en fait, c'est des personnages qui ont une certaine liberté, c'est-à-dire qu'ils
ils ont des capacités à aller dans l'enquête, mais c'est un peu des électrons libres aussi, c'est-à-dire ils vont dans les enquêtes, mais en même temps ce sont des personnages qui ne sont pas des policiers, donc ils ne sont pas tenus par les règles de la police, donc des personnages qui peuvent parfois un peu franchir les frontières, qui peuvent être mis en danger, qui peuvent être aussi des victimes, dont des vrais personnages, je trouve, de romans qui fonctionnent très bien. Oui, après, on retrouve dans celui-là un personnage de romancier, c'est toujours intéressant de s'auto-analyser dans l'écriture, parce qu'en fait, ça intrigue les gens, le métier qu'on fait. Moi, c'est vrai, quand je vois les gens, ils me disent pourquoi vous écrivez une histoire comme ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui vous a poussé un jour à prendre la plume et à écrire. Et donc le fait de créer des personnages comme ça permet d'apporter au lecteur aussi certaines réponses qui peuvent se poser sur le métier qu'on exerce. Si moi j'ai besoin de créer un personnage qui, je sais pas, qui a vécu une catastrophe, par un survivant, on parlait tout à l'heure des attentats, mais il y a des survivants d'un accident d'avion, ce genre de grands drames humains. Comme on ne peut pas se mettre à la place, on essaye d'imaginer, de se dire, mettre à la place, mais on n'y arrive pas complètement. Donc c'est vrai que c'est intéressant, si on veut créer des personnages qui soient plus proches de la réalité, justement de contacter des spécialistes qui, eux, connaissent, pour apporter vraiment un réalisme au personnage, de la crédibilité. C'est important pour créer de bons personnages. Il faut que les personnages, il faut qu'ils soient vraiment dans le... C'est ce qui plaît aux gens, c'est-à-dire des personnages qui sont à la fois des héros, entre guillemets, de livres. Et des gens binaires. Donc il faut trouver ce juste milieu de gens qui sont capables de vivre des aventures extraordinaires, parce que c'est aussi pour ça qu'on lit les livres, mais qui en même temps, à côté, ont les mêmes problèmes que nous. Moi j'aime bien avoir des personnages qui, comme ça, qui ont toujours des passés qui les rattrapent, ou des traumatismes, souvent, ou des syndromes de stress post-traumatique. Enfin, c'est des choses qui mûrissent comme ça, et qui, au moment où moi j'écris le livre, ces choses-là ressortent. C'est ce qui me donne la matière, en fait. Mais c'est pareil, j'ai aussi un personnage qui a été jeté à la poubelle par sa mère qui avait fait un déni de grossesse. Malheureusement, c'est exactement ce cas-là, c'est-à-dire un jour il tombe, elle le jette à la poubelle, sauf que lui, comme moi je suis dans la partie un peu noire il n'a pas été bien reçu, quoi. Voilà. Il porte ça au fond de lui, en fait, c'est-à-dire que plus tard il se met à tuer des gens et tout, parce qu'en fait il vient de là, il a ce traumatisme infantile au fond de lui. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui vraiment m'intéressent. Je reviens justement sur l'atmosphère des lieux, et dans ce roman, il y a un lieu particulier, c'est la petite chambre de bonne dans laquelle se trouve Anna, et où je me suis imaginé cette vieille femme, il n'y a pas de place, il fait glacial, ça sent pas très bon, et en fait les lieux donnent de la puissance de vie au personnage. Il s'est pas éthéré, il y a toujours un endroit, ils ont froid, ils ont chaud, ils sont pas bien. C'est des lieux ou alors trop modernes et froids aussi dans leur modernité. Et en fait, ça donne du corps aux personnages, à toute leur vie. Et c'est indispensable. Les romans qu'on lit qui se passent on ne sait pas où, sans jamais aucune accroche, ou quand le personnage se promène sur la plage d'Ardelot, puis il est vraiment pas bien du tout, puis il fait pas attention que c'est la marée, et il se retrouve dans la flotte en plein hiver, presque en train de mourir. Est-ce que j'ai vraiment voulu mourir ou pas? Il y a toute cette ambiance aussi de froid, d'eau, c'est vrai que nos personnages... Et il y a des gens qui nous disent, mais à un moment vous inventez tout. On invente un scénario, mais je pense qu'on a d'autant plus de force que les personnages sont vrais, que les situations sont vraies. Que les lieux... Voilà. Hier, j'ai eu avant-hier, tu l'as vécu avec moi, Hervé, sur mon avant-dernier roman, dont l'histoire, c'est un jeune prof de philo dont la famille a été massacrée au Bataclan, qui va s'enfermer, qui va fuir, etc. Et là, toi, c'est une fiction. Là, c'est une fiction. Il y a un type qui passe devant moi et qui me dit « J'étais au Bataclan ». Dans un salon du livre ce samedi. Voilà, salon du livre samedi. Et alors, vraiment, tout à fait, il me ressemblait tout à fait. La grande barbe, le blouson noir, les Santiago, enfin vraiment, on était sur un look totalement identique, ou presque, n'est-ce pas? Et le mec, il me regarde, je le regarde, on s'échange nos livres. Au bout de 5 minutes, on se retrouve. Tu as été témoin, Hervé, dans une espèce il me dit « Merci, vous avez parlé moi, c'était moi ce que vous avez dit ». Et ça a été extrêmement impressionnant, très émouvant, on s'est serré dans les bras, il en avait besoin, je crois.
Parce qu'en fait, en imaginant mon personnage, je me suis imaginé sa fuite du monde, sa fuite dans la souffrance, son incapacité de communiquer. Et on imagine des choses, on se dit, mais est-ce qu'on ne se trompe pas? Et là, tout d'un coup, par l'intermédiaire de quelqu'un qui l'a vraiment vécu, et souvent aussi, même des jeunes me disent, vous allez parler de moi dans votre livre. Et c'est là où il y a un côté un petit peu impressionnant. Disons que là, les lieux sont différents, puisque le personnage principal cherche à aller de mieux en mieux par rapport à son mal-être du départ. Donc, ça va plus être dans les jardins qu'elle visite, les parcs dans lesquels elle se promène, les huiles essentielles qu'elle met dans sa maison. On n'est pas dans l'inquiétude, mais au contraire dans comment se rassurer. Et les lieux peuvent aussi rassurer, justement. Et comment faire en sorte que les lieux puissent rassurer quand on n'est pas soi-même très rassuré. Mais aussi cette convivialité qui fait qu'un lieu peut être habité des bons moments qu'on y a passés avec des personnes qu'on aime. Voilà, donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur l'écriture des lieux, mais voilà. J'ai un peu commencé. Et puis aussi, moi j'accorde beaucoup d'importance au changement des saisons. Oui. Parce que quand on est très sensible, on sent les saisons arriver bien avant. Il y a des choses dans l'air, des lumières, des petits changements assez imperceptibles qui nous montrent que la saison prochaine va arriver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de... Comment... D'abord, qu'est-ce que ça fait quand il y a une proposition comme ça d'adaptation? Et est-ce que pour vous, Franck, vous y participez? Comment ça se passe? J'essaie de pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais alors déjà le processus d'adaptation, c'est-à-dire que nous on écrit les livres et puis à un moment donné il y a des gens, producteurs, réalisateurs qui contactent votre maison d'édition parce que votre histoire les intéresse. En fait, je dirais que c'est le point commun des différents médias, le livre, la télé, le cinéma, c'est qu'il y a une histoire à la base, hein, et nous, notre moyen de faire exister cette histoire, c'est de l'écrire. Mais cette histoire, elle peut avoir d'autres vies, notamment les adaptations en BD, au cinéma, à la télé, en musique, enfin, il y a plein de médias différents. Donc, des gens intéressés. Après, il y a deux choses, c'est-à-dire que quand un producteur va voir un éditeur, soit l'auteur participe, soit il maintient une distance. Il y a deux sons de cloche aussi côté producteur, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui souhaiteraient que l'auteur reste ce qu'il est, c'est-à-dire un auteur de livre, et puis qui veulent avec leur équipe s'occuper et prendre ça en main, parce que parfois les auteurs ont du mal à se détacher de ce qu'ils ont écrit. Ils sont donc plutôt des éléments perturbateurs qui vont en permanence se mettre leurs doigts dans alors évidemment ils vont participer, mais alors, le producteur ça peut gêner parce que... Et empêcher quelque part la recréation. Il y a des auteurs qui bloquent sur des chapitres alors que le chapitre n'a aucun sens d'être dans... Voilà, donc ils veulent éviter ça. Et après, il y a des producteurs qui veulent justement travailler avec des auteurs parce qu'un auteur a un univers et puis qu'ils aimeraient bien que l'auteur justement adapte. Donc voilà, il y a différentes formules. Et après, chez les auteurs, il y a ceux qui veulent participer parce que c'est passionnant d'écrire pour la télé, parce que ça les intéresse. Et puis ceux qui veulent rester distants. Donc moi, j'ai un peu tout fait. J'ai fait toutes les combinaisons. Au début, quand j'ai commencé à écrire, j'étais tellement heureux qu'il y ait des adaptations que ça m'intéressait aussi d'aller. Donc je voulais écrire, donc j'ai commencé à écrire. J'ai fait des choses, j'ai écrit pour la télé aussi, la série Alex Hugo par exemple. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça m'a un peu fatigué. C'est très usant comme milieu en fait, parce que vous recommencez tout le temps. Enfin, il y a tout un tas de choses, de contraintes qui font que vous perdez votre liberté, la liberté que vous avez dans les livres. Parce qu'en fait, dans le milieu audiovisuel, vous êtes un maillon. Vous êtes le créateur d'histoire, le scénariste, mais il y a le réalisateur, il y a le producteur, il y a la chaîne, il y a les acteurs. Et chacun veut, sur un texte initial qui est le vôtre, modifier les choses. Donc vous vous retrouvez à réécrire des choses qui, à la fin, peuvent être très loin de ce que vous avez fait au début. Alors que le livre, vous écrivez votre histoire, et puis normalement, c'est à peu près ce qui sort. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. Mais c'est quand même une aventure passionnante. Et après, évidemment, il faut partir du principe que c'est une adaptation. On parlait tout à l'heure entre nous, mais que donc une adaptation, c'est pas de prendre le livre, chapitre 1, ce sera la première scène, chapitre 2, ce sera la deuxième scène, parce que ça marche pas comme ça marche mal. Si un personnage pense dans sa chambre durant tout le chapitre 2, qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête, comment on fait pour ça on va pas mettre quelqu'un assis sur son lit. Donc voilà, il faut trouver d'autres astuces qui permettent d'exprimer ça, mais c'est d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure. Exactement la même chose entre l'essai et le roman, c'est-à-dire que l'essai, il y a une distanciation entre l'auteur qui écrit puis le lecteur, il lit Mais quand on transforme ça en roman, il faut trouver un moyen justement
des idées. Dans l'essai, il suffit juste de les noter, enfin, il suffit, on les écrit. Là, il faut trouver les moyens de les exprimer à travers les personnages, des lieux, pour qu'il y ait une implication du lecteur dans l'histoire qu'on raconte. Et donc, c'est un peu la même chose, voilà, pour la télé, moins pour les BD, parce que là, les BD, je trouve quand même je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences, tu peux en parler, mais il y a quand même on peut être plus proche, parce que là, il n'y a pas d'histoire d'argent, on peut écrire si on fait coller le Titanic en scène 1 d'une adaptation, le producteur va dire, mais c'est un peu cher, on peut le faire en BD. Ce sont là, donc, dans l'histoire de ce projet de film, c'est un peu différent comme démarche, c'est qu'en fait, c'est un réalisateur qui est tombé complètement passionné par un de mes romans, et qui me dit il faut absolument qu'on l'adapte. Au départ, on était parti pour 6 fois 1 heure, maintenant on est à 12 fois 1 heure. On a beaucoup travaillé ensemble pour l'adaptation, pour la présentation, tous les angles pour pouvoir accrocher un producteur, dans la mesure où c'est plusieurs millions d'euros de dépenses, puisque actuellement les combattants qui passent sur TF1, c'est 20 millions d'euros pour 6 fois 52 minutes. Donc ce sont toujours des très très gros budgets. Et on sait que le monde éditorial pour un bouquin, c'est compliqué, mais le monde du cinéma, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve passionnant dans cette aventure actuellement, c'est cette entente extraordinaire avec ce réalisateur qui souhaite vraiment que je travaille avec lui. Donc je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas scénariste de cinéma. Elle me dit, mais c'est pas grave, je vais mettre bien sûr, mais j'aimerais bien que tu sois le scénariste principal, je te mets un scénariste senior avec toi. Je pense qu'il y a une sorte de lectrice et de lecteur de polar, de livres d'épouvante ou de livres d'angoisse. Je pense que dans une société de performance, dans une société complètement lissée, on évacue toute la partie de l'inconscient, ou de la réalité d'ailleurs, à la fois de l'inconscient et de la réalité, qui est difficile, tourmentée, violente, sombre, folle. Or, nous avons tous ça en nous. L'avantage des écrivains sont des bienfaiteurs de l'humanité, les écrivains de polar, c'est qu'ils osent écrire, aller loin dans la description de ces mondes extérieurs-intérieurs et de cette façon d'être en relation qui est interdite, ou en tout cas qui est cachée dans la société. Donc je pense que c'est une preuve de santé de s'intéresser à tout ce qui est sombre dans l'âme humaine. Après, il y a des périodes de la vie, enfin ça dépend des lectrices et des lecteurs, mais il y a des moments où on se sent capable de lire des romans qui sont vraiment très noirs ou très sanglants, et d'autres où c'est pas vraiment la bonne période pour soi. Il vaut mieux lire ça. Il vaut mieux lire ça. Voilà. Donc après, on sent si c'est le bon moment, si on a vraiment envie ou quoi. Mais disons que comme tout art, l'art est vraiment branché sur l'inconscient, mais à plus forte raison quand, comme le livre d'Elisabeth ou celui de Franck, quand on parle de ce qui est vraiment éprouvant ou catastrophique ou violent dans la réalité de la vie ou dans la réalité de nos vies intérieures, on fait du bien aux lectrices et aux lecteurs. Donc c'est très important, et ça n'a aucun lien avec la pathologie mentale. Bien sûr. Alors les écrivains des Hauts-de-France sont nés il y a mois de printemps dernier, d'une constatation très simple. Quand on écrit, on est très seul. Beaucoup d'auteurs sont totalement ignorants de toute cette chaîne du livre dont on parlait justement tout à l'heure. Et donc on a eu envie de nous regrouper, d'essayer d'analyser au quotidien les besoins des auteurs et de faire une animation qui corresponde aussi à ce qu'attend le public. Comme là, on a un projet, je regarde Hervé qui est le vice-président, Alain qui est le trésorier, Franck qui fait partie du comité d'honneur et Saverio qui représente les adhérents de base. C'est important la base. C'est important la base, c'est comme ça qu'on s'affiche. Ils sont plus nombreux. Il faut que la base soit très solide. Et donc il y a vraiment, on a déjà 80 adhérents et c'est des rencontres très intéressantes avec des gens très très différents. Beaucoup de demandes, beaucoup voilà, d'essayer de répondre à leurs besoins.
essayer aussi on a représenté les Hauts-de-France en Vendée à la fin du mois d'août, en important là-bas dans une forêt le patrimoine des Hauts-de-France, patrimoine littéraire, patrimoine culinaire, les chansons, le petit quinquin, les corons, c'était pas terrible. Peut-être justement l'expression et la richesse et la diversité de ce qui s'écrit en Hauts-de-France. Voilà, et on s'est rendu compte à ce moment-là vraiment de l'importance de l'union entre nous. On s'est bien amusé, on était très 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 différents et très complémentaires. Et en même temps, on aime tous notre région, tout en n'étant pas forcément édité dans la région. Donc il y a de tout.